Merci à tout le monde. Bienvenue donc sur la conférence sur la reprise du sport collectif et individuel. Donc nous allons, nos guest speakers aujourd'hui sont Joe Bourema, qui est coach sportif des Stars à Los Angeles, Maxime Mermoz, joueur pro de rugby, mais aussi un entrepreneur, Pascal Olmeta, ancien joueur pro de l'OM, en Marseillais de l'OM, et donc Alizé Morel et Cyril Dumoulin. Donc je vous propose dans un premier temps de faire un premier tour de table pour se présenter donc sur votre parcours professionnel, savoir aussi comment vous avez vécu le confinement et quel a été l'impact du Covid-19 dans votre vie personnelle et aussi dans votre sport. Donc, peut-être que Joe, tu peux commencer? Donc moi, je m'appelle Joël Bouraima, j'ai 39 ans. Ça fait 5 ans que j'habite aux États-Unis, à Los Angeles. J'ai commencé le coaching il y a maintenant 15 ans, quand ce n'était pas encore aussi démocratisé que ça l'est maintenant, ou en tout cas comme c'est en train de devenir. Ce qui fait que j'ai rapidement pu me faire ma place et j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et mon nom a vraiment pété quand j'ai commencé à travailler avec les gens du milieu du cinéma. J'ai coaché Omar Sy pour le film Intouchable. Ensuite, le film Intouchable a fait ce que ça a fait. Et mon nom a tourné ensuite dans le cinéma français, où j'ai travaillé avec Gad Elmaleh, Marina Foïs et pas mal d'autres acteurs, jusqu'au jour où j'ai commencé à voyager à l'international avec différents clients qui, eux, m'ont emmené vers le chanteur Kanye West, que j'ai commencé à coacher, avec qui j'ai commencé à voyager à travers le monde. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à tenir 2 ans à voyager avec lui. Et moi, j'ai ma femme et les enfants. Donc, à un moment, ça a été difficile. Donc, je lui ai demandé de faire un choix. Soit il m'aide à venir aux États-Unis, ou soit je ne pourrais pas continuer à le suivre. Et donc, depuis 2015, je suis aux États-Unis. Je vis du coaching et de la préparation physique, puisque j'ai par la même occasion entraîné, préparé des basketteurs, des footballeurs aux États-Unis et ici. Et maintenant, je coach une équipe de football américain en high school aussi ici. Et j'ai ma clientèle. Parmi ma clientèle, bien sûr, les Kardashians, puisque après Kanye West m'a présenté à sa femme Kim, que j'ai aidé à perdre du poids après l'accouchement. Et ça a fait tourner mon nom, ce qui fait que maintenant, je suis plutôt bien assis à Los Angeles, plutôt cool. Et je continue à faire des allers-retours avec la France, par contre, pour essayer d'y ramener pas mal de projets pour faire avancer le sport et la jeunesse, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire il y a 15 ans déjà du coaching sportif et comment tu t'es créé cette opportunité? Comment ça s'est… Est-ce que tu as vraiment fait beaucoup de relationnel? Moi, j'ai rien forcé. Le truc, c'est que je ne suis pas quelqu'un à proposer des cartes, à faire un site web ou tu vois, Instagram. Je me suis mis vraiment, moi, depuis que je suis aux États-Unis, parce que j'en voyais pas trop l'utilité. C'est pas trop de ma génération, je parle pour moi. Ce qui fait qu'il a fallu s'y mettre. Et encore même maintenant, j'arrive pas encore à être vraiment dedans. Moi, j'ai voulu être à la base prof de sport. Donc, à la sortie de mon bac, je voulais faire une fac de sport pour être prof. Et pendant mon stage en DUG, donc de mes 2 premières années de fac, je me suis aperçu que ce n'était pas du tout ce que j'avais en tête, alors que c'était le métier rêvé pour moi. Et je me suis réorienté vers une licence spécifique au métier de la forme et disciplines associées, qui m'a là ouvert les yeux sur le coaching. Et le tournant vraiment, c'est après la fac, je suis allé 1 an en Australie pour apprendre l'anglais. Et là-bas, j'ai vu que c'était très développé et que c'était une pratique, un service qu'on ne proposait pas encore spécialement en France en 2005-2006. Ce qui fait que je me suis dit, en rentrant, je vais me lancer là-dedans. Et ça a été plutôt une bonne opportunité, puisque j'ai été dans les premiers sur Paris à faire ce one-to-one qui n'y avait pas encore trop en France. Et mon nom a rapidement circulé et j'ai pu avoir une clientèle plutôt sympa et bien tourner sur Paris jusqu'à venir après aux États-Unis. Quel est ton challenge à l'heure actuelle? Est-ce que le Covid a affecté finalement ton business ou pas vraiment, parce que finalement les stars ont toujours les moyens de se payer du coaching privé? Moi, je suis entre parenthèses chanceux, dans le sens où je sais très bien par rapport aux personnes que je connais en coaching sur Paris ou même ici à LA, qui ont, eux, été impactés à fond, parce que le truc, c'est qu'ils dépendaient de salles et les salles ont toutes fermé, ce qui fait que la pratique du coaching a été très impactée. Moi, là où j'ai de la chance, c'est que les personnes que j'entraîne ont pour la plupart des salles chez eux, ce qui fait qu'à partir du moment où elles avaient fait le test
et qu'elles étaient confinées, j'ai pu garder un minimum de coaching qui m'a permis de maintenir une activité plutôt cool et permis de fonctionner, quoi, de continuer à fonctionner. Donc, moi, l'impact, je ne l'ai pas vraiment ressenti. On va dire que j'ai perdu quoi, 20% d'activité et encore, c'est les voyages qui m'ont été les voyages que j'ai plus eu l'occasion de faire puisque je travaillais encore avec Paris. Tous les 2-3 mois, j'étais à Paris. Et là, ça fait depuis mars que je n'ai pas voyagé, quoi. Mais à part ça, je ne peux pas me plaindre. Ben, merci Joe. Pascal, est-ce que tu peux te Ouais. présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et puis nous dire comment tu as vécu le confinement? Et alors, salut tout le monde, Pascal Olveta. Je ne vais pas dire mon âge parce que bon, je fais plus jeune. À jamais les premiers, avec l'OM, on a gagné la Champions League. On est les premiers champions d'Europe et on est fiers. Ça, c'est le plus important. Bon, personnellement, j'ai fait 21 ans en première division, aussi bien Paris, Marseille, Lyon, l'Espagne. Bon, j'ai beaucoup bougé. Aujourd'hui, grâce à mon caractère, grâce à ma famille, on peut dire qu'on passe à côté de certaines choses, c'est-à-dire cette putain de maladie. Le Covid, il fallait s'y attendre. Un jour ou l'autre, on aura encore plus de virus qui attaqueront ce monde. Mais il faut être prêt. Je pense qu'on n'était pas prêt en France, encore moins en Corse. Et pour moi, personnellement, ça m'a fait passer un très bon moment avec ma femme et mes enfants. Le confinement, de ce côté-là, ça a été extraordinaire. De voir les enfants tous les jours. Autrement, le malheur, c'est qu'on a pu voir partir beaucoup de personnes que je connaissais. Ça, c'est le grand malheur, comme peut-être de votre côté aussi. Et on ne peut rien faire, c'est la mort silencieuse. On aimerait agir parce que personnellement, j'ai une association depuis 15 ans. On aide les autres. Mais là, on ne pouvait rien faire physiquement, oui, à part envoyer de la nourriture, de l'argent, mais bon, on a pas mal bougé, quoi. Après, la chance, c'est de pouvoir avoir ce carnet d'adresses pour pouvoir appeler les uns et les autres, prendre des nouvelles et être toujours au jour le jour présent pour passer des messages et pour dire que s'ils ont besoin, on est là. Je crois que c'est le plus important avec ce qui se passe aujourd'hui. Alors, Alizé, voilà, ça y est, je t'ai débloqué ton micro. Si jamais tu veux te présenter, nous dire ce que tu fais, ton parcours et comment tu as vécu le confinement et qu'est-ce que ça a changé dans ton sport et comment tu vois l'évolution. Alors, moi, c'est Alizé Morel, j'ai 25 ans, je suis nageuse de haut niveau en équipe de France. Je suis aussi étudiante à Valedec, donc en école de commerce. Spécialité finance, donc double projet. Cette année, c'était tout simplement objectif Jeux Olympiques. Donc c'est vrai qu'on était dans ce projet-là. Donc, année très intensive au niveau des entraînements, aussi au niveau nutrition et hygiène de vie. Donc voilà, on était lancé là-dedans et c'était bien parti. Jusqu'à qu'il y ait ce Covid qui arrive. Donc, c'est vrai que ça a été compliqué pour nous à gérer. Puisque depuis mi-mars, on était en confinement. On nous a annoncé le confinement. Donc, piscine fermée, crêpes fermées, INSEP fermée. C'est vrai qu'on a dû faire en conséquence. À ce moment-là, on était en stage intensif à Font-Romeu, en altitude. Donc, c'est vrai qu'on a dû prendre un peu des mesures, donc rentrer plutôt à la maison. Et voilà, donc après, le confinement a été vécu bien et mal, puisque c'est vrai qu'on avait une année très intensive, donc ça fait du bien un peu d'être sur pause quelques temps, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit 2 mois. Après, on a la chance d'être suivi par un préparateur physique qui nous donnait des programmes à faire toutes les semaines et tous les jours. Donc, on a été suivis pour essayer de limiter au maximum la casse, puisque c'est vrai que nous, la natation, quand on s'arrête 2 mois, on a tout perdu. Donc, en capacité cardio, en capacité de force, etc. Donc ouais, c'est vrai que c'était compliqué à gérer tout ça, surtout qu'en plus de ça, les compétitions ont été annulées. Donc on était un peu dans le flou, on ne savait pas quand est-ce que ça allait reprendre, quand est-ce que les piscines allaient réouvrir. Donc c'est vrai que c'était compliqué à gérer au point de vue mental en tout cas, puisque on était sur un projet sportif assez conséquent, on était bien lancé
Et voilà, tout s'annule du jour au lendemain et on est un peu dans le flou. Voilà, on ne sait pas trop est-ce qu'on va reprendre, comment on va reprendre, dans quel état, est-ce qu'on va retrouver notre niveau aussi. Donc, on sait que ça a été très très compliqué à gérer pour nous nageurs. Comme je te dis, on a suivi quand même un programme à la maison pour essayer de s'entretenir un minimum. Donc, c'était du cardio, des abdos-gainage, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, on n'était plus dans notre élément. Donc, la reprise s'est passée. J'ai repris il y a 2 semaines et demie. Et au final, c'est vrai qu'on a tout perdu. Voilà, c'est un an de boulot à la poubelle, tout simplement. Donc voilà, là, on repart sur un an, une année aussi intensive que celle qu'on vient de vivre, même plus, puisqu'on repart de zéro, si ce n'est moins. Et voilà, ouais, c'est compliqué à gérer, mais bon, on fait avec. Ton sport, c'est quand même compliqué parce que si tu n'as pas une piscine olympique à la maison, tu pouvais pas t'entraîner, quoi. On ne peut pas s'entraîner. C'est vrai que la natation, c'est un sport assez complexe puisque c'est un sport porté. Donc, on est sur l'eau, on est vachement sur les sensations. Et c'est vrai que c'est un sport qui demande beaucoup de régularité, autant en quantité qu'en qualité. Donc, c'est vrai que là, de moi, ça a été catastrophique, quoi, on va dire. Merci beaucoup, Alizée. Cyril, merci beaucoup à toi. Donc, pareil, je te demande de te présenter un petit peu et de nous présenter un petit peu ton sport et comment il a été affecté actuellement. Cyril, handballeur professionnel depuis 2003-2004. Actuellement au HBC Nantes. Un peu plus de 80 sélections en équipe de France. La chance d'avoir été champion d'Europe en 2014 et champion du monde en 2015. Et très durement touché par le Covid sur le plan sportif. Étant un sport de contact et un sport d'intérieur, on prend de pleine face. Donc nous, on a été arrêté au moment du confinement, mais la reprise est prévue que le 15 juillet. Parce que là aussi, pour des raisons économiques. Donc voilà, on imagine le temps d'arrêt qui est monstrueux. On essaie tous de s'entretenir autant qu'on peut, mais comme disait très justement Alizée, ce qu'on va faire à la maison n'a rien à voir avec ce qu'on fait sur le terrain. C'est pas la même sensation. Physiquement et techniquement, la perte va être énorme aussi. Donc ouais, il y a un gros challenge, d'autant qu'économiquement, notre sport va prendre cher. Il n'y a pas d'autres expressions que ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui peuvent passer du mauvais côté. Donc ouais, grosse galère. Nous, je rejoins ce que disait Pascal sur un plan personnel. Ça a été top de pouvoir passer autant de temps en famille avec ses proches. On a redécouvert une autre vie, mais sur le plan sportif et professionnel, ouais, ça a été plus que compliqué. Ça le sera encore pour quelques semaines, voire même quelques mois pour nous. Ouais. C'est un très bon sujet parce qu'on va reparler un petit peu donc, des sports collectifs parce qu'effectivement, le handball, il y a tous les critères pour ne pas reprendre, en tout cas maintenant. Donc, c'est vraiment problématique. Est-ce que vous n'avez toujours pas de date de reprise du sport? Il n'y a toujours pas d'informations? Il a été acté par la Ligue d'une reprise de la compétition normalement le 23 septembre, mais c'est sous condition d'avoir le droit à du public. Nous, dans notre économie, si on n'a pas de public, on est mort. Et aujourd'hui, la ministre Roxana Maracineanu fait comprendre qu'il n'y aura peut-être pas de public tant qu'il n'y aura pas de vaccin. Si c'est le cas, voilà, c'est la mort de beaucoup de clubs et ça peut repousser la reprise des championnats. Donc voilà, on est dans un flou total de notre côté. On va reprendre l'entraînement normalement mi-juillet en prépa physique, mais là aussi, c'est conditionné à une reprise au 23 septembre, donc avec une prépa vachement plus longue. Voilà, tout est conditionné aujourd'hui, on vit avec des si et avec des peut-être. Merci beaucoup. On va reparler du sport collectif et du huis clos, particulièrement dans le rugby, le foot et le handball. Max, tu nous entends? Ouais, je t'entends. Bon, très bien. Bon, merci à toi. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Max, c'est notre ambassadeur sport chez MyPrivate Coach. Donc, je te laisse un petit peu te présenter et nous dire comment tu as vécu le confinement et comment ça a affecté le rugby. Maxime Hermoz. Je suis rugbyman professionnel. Je suis, on va dire, j'étais dans ma dernière année rugbystique officieusement, on va voir. J'ai pas envie de faire la liste des titres parce que je suis pas champion du monde comme Cyril. J'ai perdu en finale la Coupe du Monde contre les All Blacks. J'ai eu la chance de gagner 4 fois le championnat de France et 3 fois la Coupe d'Europe avec 3 clubs différents en France. Et en plus de ça, j'ai toujours aimé m'intéresser à plein d'autres choses, donc entreprendre depuis l'âge de 20 ans. Et aujourd'hui, je prends plaisir à être ambassadeur de MyPrivate Coach puisque je trouve qu'offrir du service comme ça à tout à chacun, que ce soit dans le sport ou dans d'autres domaines,
pour moi, paraît évident. Et tous les jours, on me demande, mais Max, tu connais pas quelqu'un qui fait, tu connais pas quelqu'un dans ça? Et ben, je dis aujourd'hui, tu vas sur l'application et tu trouves. Donc voilà. Sur l'impact vraiment du Covid sur le rugby. Alors on parle que voilà, le rugby aussi connaît des problèmes économiques. On ne sait pas trop quand le sport va reprendre. C'est quoi ton opinion un petit peu sur l'évolution du rugby à l'heure actuelle? Pour moi, l'impact est évidemment dramatique et les clubs s'en rendent compte au fur et à mesure. Quand je te dis les manques de budget qui sont en train de se créer, ils sont énormes. Et contrairement à d'autres sports, même si c'est pas comparable, mais pour la natation, c'est encore différent. Pour Cyril, le hand, ils sont quand même moins nombreux. Nous, on a des effectifs très riches, avec plus d'une quarantaine de joueurs sous contrat pro et encore et peut-être autant, ou une vingtaine de contrats espoirs. Il n'y a pas d'économie, donc les charges, elles sont toujours fixes. Et pour les clubs, ça devient très très dur, sachant en plus que les partenaires, pour beaucoup, ne pourront pas honorer en tout cas 100% de leurs promesses d'investissement, de sponsoring. Donc l'impact est catastrophique, surtout que la date de reprise n'est toujours pas fixée. On est un sport de contact direct. Déjà, on s'entraîne, il y a du contact. Donc il y a eu seulement cette semaine une reprise d'entraînement en groupe limité. Et, et juste un petit peu de muscu et de course à faire de manière individuelle. Donc, il y a un flou qui est pesant et une économie où des clubs, voilà, ils réfléchissent s'ils doivent licencier des joueurs ou demander pour certains des baisses de salaire ou trouver d'autres alternatives. Ça fait débat là en ce moment, les baisses de salaire dans le rugby. Hein. J'ai l'impression que c'est pas tout le monde est d'accord là. Sans prêcher pour ma paroisse, il est évident qu'avec ma société et ce que je fais, ma solution, je propose beaucoup d'autres alternatives que de baisser les salaires. Rien que sur un exemple, je peux refinancer le club entre 7 et 14 millions sans toucher un salaire. Donc à partir de là, après, c'est les égos de chacun et simplement leur libre arbitre de vouloir vraiment sauver les clubs ou de baisser les salaires parce que on va dire, c'est la facilité pour eux. Et puis c'est une manière d'éduquer les joueurs à accepter de gagner moins d'argent. Alors Pascal, dans le football, que penses-tu de la reprise ou pas reprise du championnat 2019-2020? La reprise, je pense qu'il faut qu'il y ait une reprise parce qu'autrement, ça va être la catastrophe. Le football, bon, il ne faut pas oublier qu'il y a des droits TV, il y a peut-être un peu plus d'argent. Au rugby, le malheur, c'est que si tu n'as pas ton public, tu vas mettre la clé sous la porte, tu risques de ne pas reprendre. Et ça, c'est très, très compliqué. J'en parlais avec l'UBB il y a 2 jours. Les situations sont critiques. Après, on écoute tous les sports. Le handball, c'est pareil. Si tu n'as pas ton argent pour payer les joueurs, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que si tu ne reprends pas, tu es mal. Ensuite, il faut respecter les distanciations, les masques et puis que la vie reprenne. Et il faut être sérieux. Je pense qu'il y a matière à ce qu'on puisse reprendre et que tous ensemble, on puisse ressourire et revenir à quelques mois en arrière. Malheureusement, on a eu cette période, mais il faut se serrer les coudes, il faut y arriver. On parle beaucoup de finir la saison dans tous les sports collectifs, les saisons à huis clos. Est-ce que ça change beaucoup de choses pour les joueurs et est-ce que vous imaginez un sport collectif sans public? Sans public, c'est catastrophique. Mais si tu ne peux pas faire autrement, si tu es obligé, il faut le faire. Mais là, aujourd'hui, on a les possibilités d'arrêter la saison comme elle était et de se mettre tous autour d'une table et pas une personne et pas l'autre. Que tous les sports, on en parle ensemble et que pourquoi en Europe, certaines équipes ont repris. Pourquoi nous, on serait 50 ans en arrière? Je pense qu'il faut rester sérieux, il faut en parler, mais arrêter que les uns et les autres, que tout le monde prenne la parole et tu ne peux pas t'en sortir. 2019 a été fini, penche plus à reprendre 2020. Ouais. Et pourquoi pas partir en championnat français avec 22 clubs, si tu ne peux pas faire autrement.
eh ben, il faut que tout le monde puisse être là, quoi, et profiter. Et puis, si le football peut aider aussi bien les handballeurs que les rugbyman, que les nageurs, que tous les sports amateurs, parce que ça va être catastrophique. Et tous ces enfants, 2020, on en parle, mais 2021, je ne sais pas comment on va faire. Et moi, c'est mon inquiétude. Merci Pascal. Cyril, comment est-ce que l'État a commencé à parler d'une bourse pour le handball? Comment délivrer des nouveaux fonds pour que le handball survive finalement? Bah, je sais qu'ils en parlent, mais pas seulement pour le handball. Hein, il y a un plan, il y a une discussion autour d'un plan de sauvetage du sport en général. Ouais. Après, moi, je ne fais pas partie de ceux qui estiment qu'on doit compter en permanence sur l'État-providence. Je pense qu'il y a d'autres solutions, d'autres méthodologies à appliquer. Je pense qu'il y a des gens intelligents dans tous les sports et dans tous les domaines et que quand on parle de trancher, pas de public, huis clos ou public. À un moment donné, je pense qu'il y a aussi des demi-mesures, qu'il y a des choses à faire. Et je pense qu'il y a des moyens de réinventer aussi le sport, sa diffusion, sa présentation. Voilà, il y a plein de choses à faire. Aujourd'hui, ça fait partie des discussions. Mais encore une fois, et la problématique qu'il y a, je crois que, encore une fois, Pascal a bien souligné, c'est que chacun y va de son discours, de son côté, que ça manque encore de synergie, ça manque encore de se réunir, de vraiment poser les choses sur la table, les besoins et les impératifs de chacun. Bien sûr que la crise sanitaire doit être considérée en priorité, mais il faut prendre les choses parce que si c'est pour derrière avoir une crise économique sans pareil dans plein de milieux, et notamment dans le monde du sport, et quand on parle du sport, moi je parle aussi d'événementiel de manière globale, hein, tout ce qui va être. Ça nous concerne peut-être un peu moins, tout ce qui va être concert et autres, c'est le même séisme qui s'annonce. Voilà, il y a des choses à faire intelligemment, mais c'est sûr quand on voit le Puy du Fou qui ouvre avec son public, avec ses tribunes, et que le sport, on te dit toi tu fais rien. Voilà, il y a peut-être temps de se concerter et de faire les choses comme des grands, plutôt que de tirer chacun de son côté. Ouais. Merci Cyril. Alizé, sur le sport individuel, quelle est par exemple, la natation, quelle est la raison pour laquelle on ne vous a pas encore donné d'informations dans la natation, puisque finalement, ça reste un sport individuel, vous pouvez vous entraîner tout seul dans une piscine. Quelles étaient les raisons de ce blocage? Nous, on a eu la chance de pouvoir reprendre déjà. Donc, ça fait 2 semaines et demie qu'on a repris dans les bassins. C'est vrai que nous, on a très peu de risques. Je veux dire, on n'a pas de contact entre nous. On nage dans de la javel, donc il y a très peu de risques de microbes et on n'est que 8 dans le groupe, en tout cas en haut niveau. Donc, c'est vrai qu'il y a très peu de risques et on respecte les gestes barrières. Ensuite, au niveau des compétitions, je pense qu'on a une fédération qui est mal organisée, tout simplement, qui prend des mesures et qui les annule juste ensuite. Donc c'est vrai que pour l'instant, on ne prend vraiment rien au sérieux, aucune information au sérieux parce qu'on sait que ça va changer. Mais normalement, les compétitions devraient reprendre en décembre, à confirmer, voilà, avec les qualifs olympiques. Donc voilà, ça va être compliqué. Et puis, vous savez que nous, je pense pas qu'on déplace des milliers de personnes comme en handball, en foot, en rugby, mais on a quand même du public dans les gradins. Et à ce niveau-là, c'est vrai que je ne sais pas si ce sera à huis clos ou pas. Ce serait quand même embêtant pour des qualifs olympiques en 2021. Donc on verra, je ne sais pas. J'ai une question personnelle. Je faisais partie du CNM, du Cercle des nageurs de Marseille. D'accord. Donc, j'ai fait un peu de water polo et de la natation à un petit niveau, mais je nageais auprès de champions de natation. Alors, j'avais une question, c'était comment ça se fait que les nageurs certains nageurs connaissent une carrière beaucoup plus courte et de temps en temps une petite dépression. Est-ce que le sport est vraiment dur d'un point de vue mental? Qu'est-ce qui est dur en fait dans ce sport? Oui, c'est vrai que la natation, c'est un sport très, très exigeant et très ingrat, on le dit souvent. Je pense, déjà, il faut savoir qu'on s'entraîne 6 heures par jour dans l'eau, à regarder des carreaux défiler sous nos yeux à longueur de journée. Du coup, c'est vrai que c'est pas fun comme sport, on va dire. Et oui, je pense que les carrières sont courtes parce que mentalement, c'est très difficile de se remotiver à chaque saison et de se redire qu'on repart sur une saison parce que nous, on n'a pas de vacances, on n'a pas de week-end, on s'entraîne du lundi au dimanche. Donc c'est vrai que c'est un sport compliqué et je peux comprendre que certains soient à un moment donné dans leur carrière tout simplement découragés de ça. Et voilà, au bout d'un moment, on passe à autre chose. Et voilà, après, il faut savoir aussi qu'on a quand même une phase de progression qui arrive assez jeune. Donc pour les filles, ça va être aux alentours entre 20 et 25 ans.
pour les garçons entre 25 et 30 ans, on va dire. Donc c'est vrai qu'après ça, on a du mal à progresser. Il faut toujours aller chercher quelque chose à l'entraînement. C'est compliqué psychologiquement voilà, de se remotiver. Et au bout d'un moment, je pense qu'on en a marre et on veut passer à autre chose. Voilà, tout simplement. Il paraît aussi que les entraîneurs mettent beaucoup de pression sur les nageurs. Oui et non. Après, je pense que tout dépend des entraîneurs. Par exemple, Philippe Lucas, c'est un coach très dur. Donc oui, il met beaucoup de pression et c'est quelqu'un vraiment de très investi à l'entraînement avec ses nageurs. Mais après, non, on n'a pas plus de pression que ça. C'est vrai que c'est un sport individuel. Donc c'est aussi un aspect compliqué à gérer pour nous sportifs, puisqu'on est tout seul dans le bassin, on se bat contre un chrono qu'on ne voit pas dans la course. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Des fois, une qualification peut se jouer à 1/100 de seconde. Il suffit qu'on la rate à 1/100 de seconde, ce qui n'est rien du tout. Et on ne va pas en compétition, ni en sélection. Donc c'est vrai que c'est un sport vraiment, vraiment compliqué à gérer, surtout en haut niveau. Psychologiquement, c'est vraiment dur. Merci beaucoup. Joe, alors j'ai reçu, donc, puisqu'on a fait des petits sondages auprès de nos utilisateurs sur les vidéos, j'ai quelques questions pour toi. Alors la première, ça va être plutôt sur le sport. Hormis les stars de cinéma et les joueurs et les sportifs, on va dire, qui sont obligés de s'entraîner pour leur métier, pour les gens normaux, on va dire comme moi, que tu as pu coacher, quelles sont les motivations premières de ces gens? Est-ce que c'est OK, pour l'été, j'ai envie d'avoir les tablettes de chocolat pour séduire les gonzesses, ou est-ce que c'est plus d'un point de vue mental, santé, mieux se sentir d'une manière générale? Ça va varier. Ça va varier selon les objectifs, selon les âges, beaucoup, selon les professions. Tu vois, là, moi, je travaille avec des avocats, des chefs d'entreprise, des étudiants, des étudiantes. Et forcément, la demande ne va pas être la même. Je sais que, par exemple, pour les chefs d'entreprise ou les personnes qui ont beaucoup de pression, c'est le sport, leur séance quotidienne, c'est quelque chose qui les aide beaucoup à rester sereins dans leur travail et à avoir une certaine rigueur. Pour ma petite étudiante qui veut préparer l'été ou qui voulait préparer son summer break, là, on est un peu en retard parce qu'il va falloir reprendre vite. Il ne reste que juin. Mais ouais, non, l'objectif il va vraiment varier par rapport à ce que la personne va me demander. Et après, c'est à moi d'adapter le travail et d'essayer de maintenir cette motivation en vie le plus longtemps possible pour que les résultats arrivent le plus rapidement possible. Est-ce que tu dirais que pour une personne qui veut perdre du poids, tu dirais que le sport est aussi important que la nutrition, ou la nutrition est plus importante que La nutrition est beaucoup plus importante. Pour une perte de poids ou un gain de masse musculaire, on va dire, sans exagérer, qu'on peut être à 80% de nutrition. Sachant que quelqu'un qui veut perdre du poids, il peut perdre du poids avec zéro sport en faisant juste attention à la nutrition. Le sport, ça va être juste un accélérateur pour dépenser plus de calories et amplifier le travail qui aura été fait dans la cuisine. Mais l'inverse ne fonctionnera pas. En se disant, je fais 3-4 heures de sport, mais je continue à bouffer n'importe quoi. Après, il y a l'âge aussi qui intervient. À 20 ans, tu ne peux pas te permettre de manger et d'avoir le même lifestyle qu'à 30, 35 et plus, quoi. Donc, vraiment à prendre en compte en premier lieu la diète et se dire que le sport va faire qu'accélérer les résultats. Mais le gros travail, il est dans la cuisine. Sachant que la séance, c'est toujours un peu plus facile puisqu'il y a le coach. Je suis là, tu viens me voir, tu as ton rendez-vous, je suis là pour te pousser, pour te booster. Mais quand tu es tout seul face à ton frigo dans ta cuisine, il n'y a personne, ouais. C'est toi et toi, tu vois. Et là, c'est autre chose. Et je pense que même à haut niveau, hein, à haut niveau, après, on a des athlètes de haut niveau. Je sais que pour pas mal de ceux avec qui je travaille, le côté bouffe, il est parfois plus difficile à gérer que le travail sur le terrain ou en salle, quoi. Donc, je mettrais la nutrition en premier s'il y avait quelque chose à privilégier. J'ai vécu à Los Angeles pendant 7 ans. Et à l'époque, donc effectivement, j'avais essayé moi aussi un peu du coaching, j'avais pris un peu de poids. On arrive aux États-Unis, pour ceux qui ne le savent pas, tout est modifié, la bouffe est modifiée aux États-Unis. Donc il y a beaucoup de sucre, de gras dans les produits basiques que vous achetez au supermarché. Je mangeais exactement la même chose qu'en France. J'ai pris 15 kilos en 9 mois. Ah non, ça m'a quand même fait plaisir, 15 kilos. C'était pas que la salade.
Ou alors la salade, elle était… Alors, je suis de l'hôtellerie et de la restauration. Bouffer, j'adore bouffer. Alors, mais ça, c'est vrai. Mais par contre, ce que j'ai beaucoup vu à Los Angeles, c'était que les coachs sportifs commençaient de plus en plus à être un petit peu nutritionnistes, à donner des repas, des conseils de repas de la semaine, du week-end, comment bien manger, etc. Est-ce que c'est tous les coachs sportifs qui le font? C'est certains? Comment ça se passe? Après, il y en a qui s'improvisent aussi nutritionnistes ou diététiciens. Moi, je sais que j'ai mes basiques, c'est-à-dire faire prendre de la masse musculaire, faire perdre de la masse graisseuse. Je sais comment ça fonctionne. Après, j'ai mes limites. Quand ça ne fonctionne plus ou quand je n'ai pas les outils pour, j'oriente tout de suite vers un professionnel parce que je ne vais pas commencer à m'improviser diététicien ou nutritionniste. Ce n'est pas mon travail. En faisant ça, on a parfois plus de résultats qu'en essayant de s'improviser nutritionniste parce qu'en travaillant de mèche avec le professionnel en question, on arrive à des choses beaucoup plus saines, plus rapidement. Et dernière question, quelle est la star qui t'a le plus challengé ou ça a été le plus difficile à coacher, à motiver? Principalement, ça a été Kanye West. Dans le sens, c'était même pas spécialement difficile à motiver, puisque quand il a commencé à avoir les résultats, la motivation, elle était là, mais c'était en fait à rentrer dans sa bulle. C'est quelqu'un qui est très hermétique, qui montre pas trop ses sentiments et ce qu'il ressent. Ce qui fait qu'avant de savoir s'il aimait bien mon travail ou pas, si il aimait bien ce que lui ressentait dans la séance, si les exercices correspondaient à ce qu'il recherchait, il a fallu pas mal de temps. Donc, c'était plutôt le côté psychologique plutôt que le côté sportif. C'est-à-dire vraiment essayer de le comprendre, comment il fonctionnait là-dedans, et ensuite d'appliquer un programme qui allait coller à ce qu'il voulait. Et quand quand j'ai réussi à avoir ce déclic, ça a été beaucoup plus simple et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, en tout cas. C'est génial et on peut voir un peu précurseur dans ton secteur parce que c'est vrai, je m'en souviens, moi je suis arrivé aux États-Unis en 2006, le coaching sportif en France, à part les professionnels comme Pascal, etc., je pense qu'il était en rééducation, il y avait très peu de gens qui avaient accès à du coaching sportif. Je veux dire, c'est pas encore dans nos mentalités. Ça devient très populaire et puis nous, on le voit sur l'app. Alors, c'est un peu plus… D'ailleurs, j'aimerais ton avis. Qu'est-ce que tu penses du coaching sportif en ligne? Alors, j'ai vu par exemple je ne sais pas si tu connais sur Los Angeles, Douma ou Sam Baroni en coach sportif. Ils ont commencé à faire du coaching en Zoom. Qu'est-ce que tu en penses? Si c'est le type de coaching qui leur convient et qui convient à leur clientèle, pourquoi pas? Je sais que moi, une grosse partie de mon travail est basée sur la relation avec la personne. Et il y a des choses que tu ne peux pas spécialement ressentir à travers l'écran. Et l'adaptation justement au ressenti de la personne sur le coup, je dirais que ce n'est même pas le même travail en fait. Tu vois, là, ça s'apparente plutôt à des cours collectifs, ce qu'ils font. Ouais. Tu vois, ils sont devant leur écran, ils ont 5-6 personnes et vas-y, on fait nos exercices. Après, il en faut pour tout le monde. Hein. Donc, je ne vais pas cracher dessus ou dire, pour moi, ce n'est pas le coaching qui me convient. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas encore dans tout ce qui est coaching en ligne ou parce que je ne m'y retrouve pas. Si j'arrive à trouver un mode de fonctionnement qui permet de rester au plus proche de ce que moi, j'affectionne dans le coaching, peut-être que je le ferai, mais pour l'instant, je ne m'y retrouve pas et je laisse ça à ceux qui le font sûrement mieux que moi. Là, on a encore 10-15 minutes avant de terminer la conférence. Donc, je vais vous laisser un petit peu sur une question sur est-ce que vous pensez que votre sport est en danger, si certains sports sont en danger, par exemple dans le foot pour Pascal, est-ce que ce n'est pas la fin, l'explosion de la bulle économique du business model du football qui a atteint sa limite, on va dire. Donc, j'aimerais que vous me parliez d'un point de vue personnel, comment vous voyez votre sport, s'il y a encore un petit peu d'espoir. Là, en ce moment, on est dans une circonstance incroyable avec une multicrise, je veux dire une crise sanitaire, une crise économique, financière et maintenant sociale qui arrive, qui nous plombe. Une seule crise aurait déjà pris des années avant de s'en remettre. Là, une multicrise, personne ne peut savoir comment ça va bouger. Donc, j'aimerais avoir un petit peu vos avis sur
dans votre environnement et dans votre sport? La natation, ce n'est pas un sport où il y a beaucoup de moyens financiers. On est un sport semi-professionnel, donc oui, on gagne notre vie, mais bien moins que les sports collectifs qui comptent surtout sur la billetterie, sur ces choses-là. Donc c'est vrai qu'on ne compte pas trop là-dessus pour essayer de nous trouver les moyens financiers nécessaires pour une saison. Alors oui, c'est sûr que les clubs sont en difficulté, pareil pour toutes les autres instances, comme les régions, les départements qui nous aident aussi financièrement. Mais je ne pense pas qu'il y aura un gros changement, en tout cas pour ma fédération. Je pense qu'il n'y aura pas de huis clos déjà, premièrement, et deuxièmement, s'il y a un huis clos, puisque les entrées sont gratuites et que la fédération ne compte pas sur ça pour avoir les finances nécessaires. Mais à vrai dire, on n'a pas assez de recul sur la situation pour savoir s'il y aura vraiment un gros impact sur nous et sur notre activité, et sur la continuité de notre activité. Donc voilà, mais je ne pense pas qu'il y ait de gros changements et qu'on soit autant en difficulté que ça, que là, à l'heure actuelle ou les années auparavant. Le football est un sport c'est le premier sport mondial, le plus populaire, qui réunit, on va dire, toute personne de différentes catégories sociales, de toute race, toute religion, qui est réunie. Là, le problème, le mouvement social qui est parti donc des États-Unis, est-ce que tu penses que le football va être quelque part affecté par ça? Je veux dire, on voit en Italie et même dans le monde, un petit peu de racisme, etc. Est-ce que tu penses que ça va empirer la situation ou est-ce que quelque part, cette crise sociale peut nous amener à mieux nous rassembler et à résoudre ce problème social? Qu'est-ce que tu en penses? Personnellement, et comme je l'ai toujours vécu, pour me battre pour des couleurs, il n'y a rien de plus important. J'ai fait pendant quelques années les arts martiaux. J'avais un maître qui me disait 95% c'est ta tête, 5% c'est ce qui est à côté. De bien manger, de faire ce qu'il y a à faire. Et je pense que si nous, sportifs, on passe le message à nos enfants, non pas aux cons, parce que les cons, on ne peut rien en faire. Mais j'écoutais Joe, j'écoutais la natation, le handball, tous mes amis. Si nous, football, on est plus porteurs que tout le reste d'autres sports, si on se donne tous la poigne, si dans notre force au sport numéro 1, qui est le foot mondial, de faire passer ce message, d'être tous ensemble, de s'en sortir, d'aider les autres, parce que il n'y a rien de mieux que le sport pour s'en sortir. Tous les soucis, il faut les laisser de côté. Quand on a vu des milliers de personnes applaudir à 20 heures, les aides-soignants, qui étaient en grève, le vrai problème, c'est que c'est nos mentalités. C'est qu'avec nos mentalités, on ne s'en sortira pas. C'est que si on ne donne pas l'exemple à nos enfants, moi, mon gamin à 14 ans, va rentrer au centre de Monaco et si tu ne fais pas passer le message pour aider les autres, que si lui, il n'a pas la même couleur que toi, mais on est tous les mêmes, on est tous identiques. Au bout du monde, on peut tous se serrer les coudes, faire obstacle à ce virus ou ces virus qui viendront. Si on s'est arrêté pendant 3 ou 4 mois, de bien reprendre les choses, de dire, voilà, il faut en tirer des statistiques, des conséquences. Et s'il faut jouer à huis clos, eh bien, on jouera pendant un temps à huis clos, mais ça reviendra. Mais il faut que tous ensemble, on s'en sorte. C'est sûr qu'on va taper sur les uns et les autres, les autorités, mais qu'est-ce qu'on ferait à leur place? Rien de mieux. C'est pour ça que tous ensemble, sportifs, nageurs, handballeurs, rugbyman, coach sportif et puis autres personnes, quand tu vois quelqu'un dans la rue, tu lui passes à côté, tu ne le regardes même pas. Ça dure depuis des années. Est-ce que c'est normal? Non. Voilà, c'est qu'on pense qu'à sa gueule et là, on ne s'en sortira pas. Si on veut une guerre, eh bien, on l'aura. Mais nous, grâce au sport, grâce à mes amis, et je te remercie de m'avoir fait passer ce moment parce que là, tu as une belle tablette. Il n'y a rien de plus beau, c'est de faire passer ces messages
je pense qu'on peut s'en sortir. Merci Pascal. Joe, je vais te poser la même question, toi qui deal avec des sportifs pros, etc. Et je sais que tu adores le sport. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'on va sortir de cette période plus fort? Est-ce que tu penses que le sport peut vraiment réunir les gens dans ces temps? Ok, bah, tu sais, moi là, nous on est au cœur là. Moi par exemple, la salle où je coach, elle est sur Fairfax et Beverly. C'est là où les émeutes sont en ce moment là. Si tu regardes ce qui s'est passé dimanche, c'est là où c'est parti, c'est là où ça a pété. Donc là, je sais, moi je parle pour les États-Unis parce que j'y suis. Je sais qu'en tout cas pour le moment, le sport c'est pas ceux qui militent, j'entends. Hein. C'est pas ce qu'ils ont en tête, tu vois. Et même pour certains sportifs, ils sont plus à essayer de régler cette cause en premier lieu avant de penser à la reprise de la saison. Parce que eux, financièrement, ils sont pas spécialement impactés, les sportifs en tous les cas. Et les personnes dans la rue, par contre, elles, ici, là, on est passé à 40 millions de sans-emploi. 40 millions. Et les gens, aujourd'hui, ils pensent à pouvoir essayer de payer leur loyer, essayer de payer leur lease de leur voiture. Donc, je pense que le coaching, en tous les cas, va prendre un coup. Ça, c'est clair. Après, la préparation physique, qui est complètement autre chose. Les gens comme moi, on travaille encore là, avec des athlètes qui sont prêts à démarrer la saison dès qu'on leur donne le feu vert. Donc, il va y avoir deux mondes, je pense. Et ici, on le voit, je sais que le monde des athlètes cherche beaucoup à aider le monde qui est un peu en galère, quoi. Et ça rejoint ce que disait Pascal, c'est qu'à un moment donné, il faudra tendre la main à droite, à gauche, à ceux qui en auront besoin. Il faut compter sur la bonté des gens pour que ça se passe de cette manière-là. Maintenant, on va attendre que les saisons reprennent et on va voir aussi à quel niveau les fédérations et les gens qui font vraiment des gros sous, ici les NBA, NFL, NHL, etc., comment eux vont mettre la main à la pâte pour que tout ça, ça rebondisse dans le bon sens, quoi. Je me suis posé cette question parce que, bon, voilà, on voit de temps en temps, par exemple, j'ai vu le match de Dortmund où tous les joueurs ont rendu hommage à George Floyd, etc. Mais j'ai quand même trouvé qu'il n'y avait aucune solidarité dans, par exemple, je vais prendre le football ou le rugby et dans le sport, je n'ai pas vu de solidarité. C'est un petit peu ça qui m'inquiète. Les États-Unis et leur histoire avec justement le racisme, les Afro-Américains et la France, on n'est pas sur le même tableau. Donc la guerre, la lutte, elle ne peut pas être au même niveau. Jo, si vous me permettez, dans mon association, les enfants, les États-Unis, c'est grave. Autres pays, c'est encore plus grave. Mais la France, il se passe la même chose. Je le vois chez les enfants. Il ne faut pas attendre que ça pète. Si on ne fait rien, ça pètera. J'ai peur de dire ça. C'est une guerre silencieuse. Il ne faut pas attendre le Covid. C'est que il y a beaucoup de footballeurs ou de rugbyman qui le font sans le dire haut et fort, parce qu'il ne faut pas qu'on se fasse voir sur les réseaux sociaux parce qu'on donne de l'argent. Non, non, non. Les choses, c'est comme cette maladie de merde là. Si on le fait en silence, on peut aider les autres. Mais il ne faut pas attendre, parce que même en France, ça devient invivable. C'est ce qui se passe aux États-Unis. On n'a pas droit, mais on n'a pas droit à un être humain de donner la mort aux gens, que tu sois de n'importe quelle couleur, n'importe quelle race. Mais où on vit, c'est pas possible. C'est la folie. C'est la folie, c'est pour ça. N'attendons pas, les gars. Voilà, ben un petit mot sur ta vision sur le rugby, sur ta vision sur le rugby. Qu'est-ce qui va se passer? Pareil que pour Pascal dans le football. Est-ce que tu vois la bulle économique éclater dans le rugby, le modèle qui change? Tu sais, j'y ai beaucoup réfléchi pendant le Covid. Moi, je vois ça, on va dire, comme une belle opportunité. Toi, c'est une vision, c'est ma vision des choses, mais on m'a toujours reproché d'être trop optimiste. Je ne me réjouis pas du tout de ce qui se passe et j'ai des pensées, on va dire, à tous ceux qui sont touchés. La réalité, c'est que ce soit les guerres ou les crises économiques, ont toujours, on va dire, mis les gens au pied du mur. Et aujourd'hui, les gens, j'ai bien aimé le mot se réinventer qu'a utilisé Cyril. Moi, j'appelle ça innover, donc on l'appelle comme on veut. Mais c'est ce qui nous permet, enfin, dire, de sortir de notre zone de confort, de se mettre un petit peu à réfléchir et de comprendre qu'on utilise certains modes d'économie, certaines façons de faire. Il y a d'autres alternatives. Je propose des alternatives, mais il y en a
plein d'autres qui existent, sauf que c'est toujours les mêmes personnes qui sont à la tête des clubs, des fédérations. Et eux, en fait, ils font pour beaucoup, ils font beaucoup de choses pour ce que ça représente, ou le pouvoir, ou leur cap personnel. Et c'est rarement, pour moi en tout cas, c'est ce que je trouve, c'est rarement des vraies personnes qui donnent vraiment leur cœur et qui sont aussi investis que Pascal Olmeta, par exemple, quand il parle. Et si c'est plus des personnes comme ça qui sont à la tête, on va dire, de clubs ou de fédérations, je pense qu'ils mettraient beaucoup plus d'énergie et de moyens, que ce soit intellectuels ou humains, pour trouver des solutions. Donc moi, je vois juste, pour moi, la crise n'est pas du tout un problème, et plutôt une opportunité pour se réinventer et surtout aller beaucoup plus loin dans l'après, puisque un exemple tout simple, l'économie, comme a dit Alizé tout à l'heure, l'économie autour on va dire, des clubs collectifs, des sports collectifs, c'est surtout dans le stade, d'accord? C'est la billetterie, c'est les buvettes, c'est tout ça. Sauf que aujourd'hui, on est dans un monde, on va dire, à base de data, données personnelles. My Private Coach l'a bien compris, puisque il veut proposer du service grâce, on va dire, à du service qui est un peu immatériel et accès directement aux gens sans la contrainte physique. Ben, nous, c'est exactement la même chose. Les clubs ont des sponsors, les clubs ils ont des supporters. Aujourd'hui, quand un club il a des milliers de supporters, c'est des milliers de supporters. Comme quand tu as une entreprise, elle a des milliers de data, des données personnelles. Donc, elle peut très bien développer une économie virtuelle qui existe depuis 15 ans ou 20 ans, depuis qu'Internet a été créé. Et donc, du coup, même si on ne peut pas faire de match, eh ben, on peut toujours créer de l'économie. Ça, et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est que tu regardes, le foot parle de data sponsoring, par exemple. Donc, c'est une manière d'innover, de se réinventer. Mais si les dirigeants ont un esprit toujours étriqué et ne changent pas leur manière de voir l'économie autour du sport, ben oui, on va se casser la gueule, ou il va y avoir des dommages collatéraux comme des grosses vagues de licenciements. Et là, par exemple, il y a énormément de joueurs de rugby de première division française qui vont se retrouver à jouer en fédéral. Fédéral, c'est 3e, 4e division. Parce qu'ils n'ont pas le choix et que les mecs n'ont rien d'autre dans leur vie. Merci Max. Alors j'ai une petite question que j'ai sélectionnée d'un utilisateur. Est-ce que c'est possible de faire du sport avec un masque? C'est possible, tout dépend, je pense, le sport, l'intensité. Mais il y a des masques pour travailler comme on va dire en hypoxie, je crois, comme si on était en altitude, mais ce n'est pas spécialement viable sur une vraie activité ou sur une vraie performance. Donc, pour s'entraîner un petit peu, ça peut faire l'affaire, mais pour la performance, quand on monte dans des intensités tellement hautes que c'est impossible. Vous voyez vous-même, en mettant un masque, rien que discuter avec des personnes autour de soi, on n'est pas bien. Il y a des gens qui se sentent étouffés. Donc, imaginez faire du sport. On a besoin d'une grande capacité respiratoire et oxygène. Donc, c'est pas viable du tout. Non, en tout cas, pas pour moi. Et pour toi, Joe, dans le coaching sportif, c'est la même chose? Tu Non, penses que c'est pas possible? pour moi, c'est même pas concevable. J'étais déjà contre un peu les masques dont il parle pour travailler, soi-disant, le travail en altitude, qui en fait ne reproduit même pas physiologiquement le travail d'adaptation que le corps fait en altitude. Mais là, porter un masque comme on les a là les N95 ou les masques chirurgicaux, comme il dit, tu montes à des intensités, même sans être sportif professionnel, qui, au niveau respiratoire, sont déjà difficiles à gérer quand tu n'as pas de masque ou quand tu n'as rien qui t'obstrue la respiration. Alors là, avec ça, ça ne sera pas gérable. Et tu n'as pas eu un petit peu de friction avec tes clients à cause de ça, parce qu'il n'y a pas de masque, il n'y a pas de gants, il n'y a pas dans tes coachings? Après, moi, je te dis, j'évolue dans un milieu qui est très aseptisé, on va dire. Chaque personne chez qui je vais a sa salle, donc elle est au courant de ce qui s'y passe, qu'est-ce qui s'y est passé et comment elle a été nettoyée. Chaque personne avec qui j'ai continué à travailler pendant le confinement avait la possibilité d'avoir le test rapidement. Donc pour moi, je t'ai dit, c'était plutôt safe et je peux pas me plaindre quand je vois comment ça s'est propagé autour de moi dans le milieu du coaching. Je suis vraiment pas à plaindre. Donc, ils t'ont fait passer le test à l'époque? Enfin, au début, quand ça… En plus, je revenais de France, moi. Moi, j'étais en France le début mars. Et 2 jours après que je sois rentré,
il y a eu la fermeture des frontières où Trump il a dit maintenant les personnes qui viennent de France, etc. Donc, j'avais plutôt intérêt à accepter de faire le test pour pouvoir continuer à travailler un minimum. Et de toute façon, pour moi, c'était totalement normal. Hein. Pour la plupart, ils ont des enfants. Moi, j'ai des enfants. Je ne voulais pas non plus rentrer à la maison avec une cochonnerie. Et par contre, une fois que j'ai eu ce groupe-là qui me permettait de maintenir mon activité, je n'ai pas cherché à aller à droite, à gauche et à continuer à démarcher ou à continuer à travailler avec d'autres personnes, quoi. J'ai gardé ce noyau. Et là, d'ici la semaine prochaine, on va voir comment ça évolue et comment je vais pouvoir réouvrir un peu. Merci beaucoup à tout le monde. Là, on a passé l'heure. J'ai trouvé que c'était super intéressant. Ça me rassure un petit peu parce que globalement, j'ai l'impression que même si la situation, c'est une situation de merde, hein, qu'on soit quand même d'accord, je crois que les gens ont espoir que ça va évoluer dans le bon sens, d'après ce que vous me dites et de ce que l'on espère. C'est vraiment les messages que j'ai reçus. Alors, je vous laisse, Pascal, Alizé, Maxime et Joe, finir sur une dernière note sur ce que vous avez envie de parler pour nos auditeurs. On va être relayé par une vingtaine de médias dans différentes industries. Donc, ce que vous avez envie de dire aux gens qui vont nous écouter, voilà, je vous laisse la parole avant de finir. Non, moi, tout d'abord, remercier et te remercier à toi et remercier mes amis avec qui j'ai passé un très bon moment dans cette soirée. Tout simplement, le message est clair. C'est que si on n'a pas le sourire le matin, si on ne regarde pas autour de soi, si ceux qui ont les moyens ne font pas ce qu'il faut pour s'en sortir, on n'y arrivera pas. C'est pour ça que nous, sportifs, on a ce message à faire passer. C'est être à 100% dans sa tête. Les obstacles et les questions, on sait qu'on peut y faire face. Les sportifs, on est comme ça. Et tous ensemble, on peut s'en sortir. Il n'y a pas que le football. Il y a tous les sports d'à côté qui sont le reflet de nos enfants, qui sont la joie de vivre. Voilà. Et si vous avez besoin de moi, je suis là. J'ai même une association. S'il y a des enfants à qui on peut aider, à qui on peut venir en aide, c'est un sourire, un espoir pour la vie. Sachez-le. Et moi, personnellement, je n'ai qu'une envie, et c'est de vivre heureux avec ma famille. Mais je suis là pour vous aussi. Merci mes amis, passez une très très bonne soirée. Prenez soin de vous. J'ai été très contente d'échanger avec vous et de partager un peu nos expériences sur ce qu'on a tous vécu. Voilà, on fait partie, je pense, du même monde, le monde du sport, et c'est important qu'on soit solidaires et qu'on continue comme ça. Voilà. Merci Alizé. Alors pour ton information, j'ai lu il n'y a pas longtemps une compagnie qui crée des masques, des masques de natation, des lunettes de natation avec une projection de film, en fait, un masque digital. Mais ça me dit quelque chose. C'est vrai qu'il y a le chrono, il me semble, dans la lunette. Ouais. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup. En fait, c'est comme les Google Glass. Les Google Glass, où tu peux mettre un mini-film ou de la musique ou des trucs comme ça. Alors, je pensais à ça tout à l'heure. Oui, c'est chouette. Je pense que c'est un moyen de moins s'ennuyer au lieu de devoir défiler vers les carreaux, etc. C'est vrai que c'est un super concept, une belle innovation. Ouais. Merci beaucoup, Alizé, pour ton temps. Vraiment, j'apprécie vraiment que tu te sois libéré vraiment à la dernière minute. Joe? Espérons juste qu'à la sortie de toutes ces crises, le sport soit remis au centre avec toutes les valeurs qu'il apporte. Je dis ça parce que moi, je sais que c'est le sport qui m'a un peu sorti de la merde quand j'étais au quartier. C'est le sport qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui et de vivre de ce que j'aime faire. Et je sais que là, en France, on est en train d'enlever ce sport de là où il y en a le plus besoin. Tu vois, il devient facultatif pour le bac. Il devient là où je pense qu'il pourrait en aider pas mal. Donc, si les gens peuvent prendre conscience avec cette crise-là, et si beaucoup de gens se sont mis au sport pendant cette crise, espérons que ça continue, que l'élan ne soit pas coupé à la reprise des activités normales et qu'on reparle du sport comme il se doit, quoi. Merci Joe, je sais que tu as un busy schedule, donc merci beaucoup, vraiment j'apprécie de ta participation. Maxime, le message que tu as envie de faire passer aux jeunes, je pense que c'est important parce que les jeunes vraiment look up
vraiment, ils prennent exemple sur vous, sportifs de haut Ouais. niveau, vous, personnalité. Et je pense que voilà, vous êtes un petit peu des exemples pour les jeunes. Donc, quel est le message que tu as envie de faire passer? Moi, le message que je fais passer, c'est au quotidien, c'est suivez votre cœur, gardez vos rêves en tête et faites tout pour les réaliser. Profitez des gens que vous aimez parce que la vie, elle est belle. Et que chaque jour, de se réveiller avec le sourire aussi, puisque on a la chance de se réveiller en tout cas. Et pour la plupart, je dis bien en bonne santé. Et il n'y a que ça d'important. C'est pour ça que j'ai toujours relativisé tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, que ce soit de positif ou de négatif. Et de garder le cap. Et que de toute façon, l'amour est toujours plus fort. Quand je dis l'amour, c'est au sens universel. Donc profitez des gens que vous aimez. Et puis d'arrêter de trouver des problèmes et de juste trouver plutôt des solutions. Merci Max, merci à tous les 5. Pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à nous envoyer un email. En ce moment, My Private Coach, qui a soutenu les expatriés aux États-Unis, nous proposons du coaching gratuit pour vous assister dans vos problèmes de famille, dans d'autres soucis plus graves. On a plus de 1000 psychologues et coachs de vie qui sont bénévoles en ce moment pour fournir leur expertise pour vous. Donc, n'hésitez pas à télécharger l'application dans les App Store, My Private Coach. Merci à vous, les speakers, pour votre temps. Bon courage pour la suite. Et puis à très bientôt.